Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure où vous êtes devant votre poste téléviseur ou votre écran de télé ou d'ordinateur, ou plutôt votre tablette, en tout cas, peu importe l'outil qui vous sert d'entrer en interaction avec nous, nous vous saluons et vous remercions pour cette fidélité que vous cessez d'apporter à Business and Market Télévision, VMTV. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur nos populations qui souffrent, celles qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo, non pas pour évoquer la question sécuritaire, mais particulièrement une question qui nous touche. Elle porte sur les vécus quotidiens, c'est-à-dire l'économie, les finances, l'argent, la nourriture. Comment le pays est impacté par cette situation, comment cette partie du pays aussi subit toute cette lourde charge. Nous aurons le plaisir d'avoir sur ce plateau un expert qui va nous expliquer les pistes et les solutions et va nous permettre de comprendre le tableau qui se présente devant nous. Mais avant cela, un petit reportage sur cette situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Oui, entrez. Oh, monsieur l'opérateur économique, l'homme d'affaires. Alors, quel bon vent vous ramène chez nous? Oh, attendez, c'est un ah bon? Oh, allez retour au bon moment. Ah bon? Désormais, chaque 2 mois. N'est-ce pas? Ce que vous le prix à carburant qui dit, eh bien, c'est simplement l'Ikanesi, vice-premier ministre, ministre de l'économie, Nadisongi, la première ministre, Mbena Bokasi, la Tata Mokonzaïko, le chef de l'État, Fachi Béton. Oui, après. Ngalouf Worok. Ah, justement, c'est un opérateur économique. Aïe pour remercier Bito pour la que prix à carburant équité. Oui, mais ça y a son prix à carburant équité. Mais le mois bien, papa, tu as pour l'équité. Nous sommes un pour passer pour compliqué. On ne pas adapter ma prix pour population c'est là. Mais à bénéficier de la décision du gouvernement à solo l'ina importateur, mais non, ça va pas caler. Donc, tu vas te dire barrage. Oui, alors, tu vas barrage, voilà, pour voir rien pour moi. Un peu là, c'est là. Bon, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Ah, pas qu'on dit balobi. Oh, à cause de moi, malheur. Ah, et tout, il y a mon nez, beaucoup là. Bakanga. Ah, mais oui, Bakanga. Mais oui, c'est trop. Il y a Maloyo. De retour sur ce plateau, je suis content d'avoir devant moi pratiquement notre économiste maison, notre spécialiste maison, dont les analyses n'ont jamais été contestées, du moins lorsque nous recevons les différents messages émanant de vous. Nous n'avons jamais eu de messages malencontreux qui mettraient en doute ses capacités d'analyse. J'ai avec moi ici sur ce plateau Monsieur Choué Alexandre. Il est économiste, chercheur et enseignant à l'université. Monsieur Choué, je vous dis bonjour. Bonjour. Alors, comment vous sentez-vous d'abord, vous qui êtes un amoureux du Congo, près de 20 ans travaillant pour le Congo, toujours en contact permanent avec la situation du Congolais, les vécus quotidiens, particulièrement dans votre domaine de prédilection, quand vous retrouvez ce tableau qui se présente en ce moment en République démocratique du Congo sur le plan financier et économique? Merci d'abord pour l'invitation qui m'a été lancée, surtout que la question qui sera au centre de notre échange de jour est une question fondamentale parce qu'elle concerne l'existence même de notre pays, parce que la RDC c'est 2,347 millions de kilomètres carrés, lorsque 2 345 410 kilomètres carrés, j'ai arrondi, et lorsque on retire à cette RDC 1 ou 2 provinces, ce n'est plus la RDC.
c'est une partie de la RDC aujourd'hui que nous avons entre nos mains et ça dérange en tant que Congolais, ça me dérange énormément. Et lorsque je regarde les applications de cette crise sur le plan humain, les pertes en vies humaines, les destructions que l'on enregistre en termes d'infrastructures ici et là dans la partie Est, ben, ça dérange. Et si on va plus loin, il y aura encore plusieurs autres effets si cette guerre ne s'arrête pas rapidement et cela aura un impact sur la marche d'ensemble de notre économie, la stabilité des prix des biens, la stabilité du taux de change, la capacité qu'a l'État d'offrir les services publics et bref, ça va impacter également sur la position globale du pays, tant sur le plan économique que financier et sur le plan socio-humain. Et cela donc devrait être une préoccupation majeure pour tous ceux qui aiment ce pays, mais qui également réfléchissent sur les modalités avec lesquelles on peut régler les problèmes que nous rencontrons au jour le jour en RDC. Et donc, nous aurons l'occasion de voir avec vous comment est-ce que cette crise impacte, ou si je peux directement faire une voudrais, c'est ce que j'étais en train de dire quand j'ai planté le décor. Je voudrais connaître quels sont les impacts de ce qu'on peut appeler un choc sécuritaire, c'est le cas de le dire, sur différents piliers que sont peut-être la production, les finances publiques, les prix, le taux d'échange qui, dans les zones sous occupation, varie selon la tête de celui qui se présente devant vous. En fait, bref, les secteurs, voulais-je dire, les secteurs financiers, les investissements. Quel est ce tableau-là? Pouvez-vous nous présenter? Merci. Alors, pour faire une bonne analyse de la situation, il serait important de partir d'abord d'un ensemble d'indicateurs. Premier élément, c'est que la province du Nord Kivu, en 2020-2021, représentait déjà près de 6% du PIB de la RDC. Et celle du Sud Kivu, 5,8%. Donc les deux provinces, elles seules représentent près de 12% du PIB de la RDC. Et sur le plan de la production agricole, ces deux provinces contribuent à pas moins de 20% de la production agricole de la RDC. Dans cette zone est du pays, on retrouve également une bonne partie du secteur financier congolais. Tous ceux qui connaissent le secteur financier congolais vous diront qu'il existe trois grands pôles où l'activité financière en RDC se concentre. Il y a Kinshasa et les environs, il y a le Grand Katanga et il y a la partie Kivu, nord et sud Kivu. Et donc par le fait que cette zone est touchée, eh ben, l'activité financière subit également un choc parce qu'il y a une destruction de l'épargne. Et cela impacte sur les capacités qu'on a aussi à financer l'économie. Autre chose qu'il faudrait noter, c'est que les provinces du Nord et Sud Kivu représentent plus de 8% du budget de l'État. Ça veut dire que cette crise ou ce choc aura d'abord un impact sur le volume de la production du pays, c'est-à-dire qu'il y aura un ralentissement de la croissance économique dans le pays. Et ce ralentissement a plusieurs implications en termes de richesse créée, en termes d'emploi et en termes même de capacité qu'ont les individus à pouvoir se prendre en charge dans leur vécu quotidien. Deuxième chose, c'est que par le fait que les finances publiques seront entamées avec la baisse des recettes qui ont été autrefois collectées à cette région, on devrait s'attendre à un resserrement de l'espace budgétaire de l'État, alors qu'au même moment, on fait face à une pression des dépenses parce que les dépenses militaires et sécuritaires devraient augmenter. Donc, à comportement inchangé, si les dépenses sécuritaires augmentent, il y aura un déséquilibre. C'est-à-dire que les dépenses d'État vont dépasser les recettes et ce déséquilibre va entraîner des mécanismes de financement. Si on ne fera pas recours au financement monétaire, on devra faire recours à l'emprunt. Mais dans les deux cas, il y aura des effets d'éviction qui vont se produire, ce qui fait qu'il y aura une tendance à avoir les prix des biens augmenter. Et il y aura aussi une tendance à la dépréciation monétaire parce que les ressources que l'on capte en devises seront en partie utilisées pour financer les dépenses sécuritaires. Et cela va déséquilibrer aussi notre balance extérieure en termes de réserve. Donc tout ça montre que le choc sécuritaire aura des implications énormes sur le comportement de l'économie. Et si le gouvernement ne prend pas la mesure du défi, cela aura une incidence très négative sur le niveau de la population. Or, en ce moment-ci où nous avons besoin de la cohésion nationale pour qu'ensemble on puisse travailler pour bouter dehors l'ennemi, si l'instabilité macroéconomique s'installe et affecte le vécu de la population, ça aura ses implications sur notre stabilité du point de vue relationnel à l'interne. Donc il faudrait faire des efforts
pour éviter ou pouvoir tuer dès le départ les effets néfastes de cette crise. Et alors cela appelle un ajustement aussi bien au niveau de la gouvernance, de la manière de gouverner, que dans la gestion des finances publiques. Et là, c'est délicat tout ça. C'est très délicat, mais ça demande du courage et un engagement profond. Parce que là, nous sommes en train de jouer sur une sphère assez dangereuse. C'est l'intégrité du territoire national qui se joue. C'est la stabilité du pays qui se joue. Et donc, il faudrait que l'on puisse prendre les mesures qui s'imposent pour que l'on arrive à mettre un terme à cette crise qui a fait autant de morts, plusieurs millions de morts pendant des années. Et tout à l'heure, là même, j'ai fait un tweet, j'ai lu sur BBC, on dit que la RDC a la 8e armée de l'Afrique. C'est bien. Et on dit même que le budget de l'armée congolaise est de près de 1 milliard, 780 et quelques millions de dollars. Mais c'est bien beau. Mais comment est-ce qu'avec cette armée, on est toujours soumis à ce choc sécuritaire qui a un caractère récurrent? Donc, il est venu le moment pour nous d'arrêter ça une fois pour toutes. Parce qu'on va continuer ainsi. Sinon, on sort toujours dans des stop and go. Accalmie, ça reprend, et les gens tuent, tout le monde tout normal, et on se sert des morts pour pouvoir négocier des postes politiques, imposer un dictat sur le plan politique. Ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons que les gens puissent accéder au pouvoir par des mécanismes classiques, démocratiques, et qu'on n'utilise pas le sang humain. Mais malheureusement, c'est ce qui apparaît, il faudrait que l'on puisse renverser la vapeur. Et donc là, ça demande que l'on puisse aussi repenser notre manière d'agir sur le plan militaire et sécuritaire. Et ça sont les valeurs structurelles. Déjà, je me rappelle, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où un militaire disait au président Mobutu, les généraux te mentent. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ceux qui sont à la DSP sont bien traités, mais les autres sont mal traités. Ce qui fait qu'il y a une sorte de scission au sein de l'armée et dont on ne peut pas, dans cette configuration, pouvoir agir utilement pour servir le pays. Il a dit le président Mobutu. Et après le président Mobutu, on a connu le même problème. Rappelez-vous, quand le général Boussama était encore en vie, il s'est plaint pour dire que nous sommes sur le terrain, mais les armes et les munitions qu'on nous donne ne sont pas compatibles. Comme Mamadou Ndal est arrivé, il y a encore eu quelques plaintes dans ce sens-là. Et c'est récurrent, et tout récemment encore ici, nous avons suivi certains responsables des services de sécurité et de l'armée se plaindre pour dire que le même problème persiste. Donc ça montre qu'il y a un malaise profond dans la gouvernance dans le secteur sécuritaire. Très bien. Comment est-ce qu'un pays peut faire 10 ans, 15 ans de réforme de la police et l'armée et les réformes ne finissent jamais? Est-ce que les réformes se font ou bien on ne cible pas les vrais problèmes ou mieux encore, on s'en sert pour pouvoir servir certains intérêts? Tout ça, on va en parler. J'avais prévu d'en parler. Je voudrais d'abord qu'on cerne cette situation qui prévaut dans l'Est du pays. Comment vont s'en sortir ces villes qui sont citées, que l'on connaît, Bukavu, Goma et d'autres entités? Comment elles vont s'en sortir, elles qui dépendent pourtant de Kinshasa par rapport aux banques, institutions de microfinance, ainsi de suite, parce que certaines banques n'ont que des succursales ou des représentations là-bas, elles n'ont pas des sièges sociaux là-bas dans ces villes-là, et elles dépendent de Kinshasa. Et maintenant, il y a des gens qui ont épargné dans ces banques, qui ne savent pas comment s'y prendre et tout ça. Dites-nous un peu comment ça va se passer, hein? Ceux qui vont suivre, qui sont là-bas, comment ils peuvent imaginer le scénario, en fait. Bon, déjà, il faut noter qu'il y a des entreprises publiques, des institutions publiques, notamment la DGI, la DGDA, la DGRAD, qui ont des bureaux là-bas. Oui. Mais parce que les autres sont sous contrôle des forces négatives, c'est que déjà, au niveau de ces associations financières, il faudrait oublier qu'il y a une partie des recettes qui autrefois étaient collectées. Ça montre qu'il y a besoin d'un ajustement. Mais déjà là, on perd le contrôle sur une partie des recettes mobilisées. Parce que la douane continue de fonctionner, hein, pour votre gouvernement. Bien sûr, mais c'est la même connue à rabais, semble-t-il. Oui, sauf que non, là, l'argent ne tombe plus entre les mains du pouvoir central, mais plutôt ça va vers les forces négatives. C'est ça l'élément. Il y a des entreprises privées qui ont également des bureaux, des représentations, des succursales dans cette zone. Parce que la zone est touchée ou sous occupation, ils perdent le contrôle. Ce qui fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont avoir comme résultat en fin de période parce qu'ils ont perdu le contrôle. Et d'autres, carrément, ont perdu aussi parce que dans leur caisse, comme fort, on a trouvé les avoirs. En ce qui concerne la Banque centrale, je n'ai pas l'exactitude de l'information, mais j'aurais appris que
avec les évolutions tendancielles de la situation, les responsables de la Banque centrale ont anticipé le coup et ont fait des retraits sur ce qu'il y avait dans les bureaux là-bas. Ce qui fait que lorsque la zone s'est vue être occupée, ils ont observé une certaine rareté du franc sur le marché, parce qu'avant, ça avait retiré les avoirs. Donc, du coup, il y a lieu de noter que dans cette zone, il y a donc plusieurs perturbations qui sont enregistrées sur le plan économique, parce que l'activité ne se déroule plus comme auparavant. La sécurité n'est pas au rendez-vous. Les gens meurent au jour le jour, ce qui fait que même les gens qui essayent de travaillent avec stress, avec une peur, ce qui fait qu'on ne travaille pas convenablement, dont la productivité est affectée. Vous prenez encore le fait que certaines entreprises qui avaient le contrôle à partir de Kinshasa n'ont plus le contrôle, il va de soi que le management qui est là-bas est désarticulé et ça aura aussi des impacts sur le fonctionnement des succursales. Et sinon, certains peuvent même fermer leurs portes parce que étant liés à Kinshasa. Et bref, les conditions de vie seront très difficiles pour les populations locales, même si on vous annonce X, Y, on fera ça, on fera ça. Mais dans un premier temps, il va de soi que le choc va impacter énormément sur les conditions de vie de la population. Et notez que ce sont des régions aussi à vocation agricole. Or, le travail, la terre se fait au jour le jour et ça demande que les gens sortent. Mais par le fait de la sécurité, les gens ne sortent plus comme auparavant. Il arrivera à ce moment qu'un déséquilibre s'observe entre la demande et l'offre alimentaire. Et cela aurait un impact. Et alors, puisque nous sommes en train de parler science, hein, ça, je le rappelle qu'on est en train de parler de la science, on ne parle pas d'un autre domaine que celui scientifique qui appelle à la raison. Il n'est donc pas non plus ceux qui occupent le terrain, le territoire, parce qu'il semble qu'il y a eu des réunions. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte que de nouvelles banques ou de nouvelles institutions de microfinance connectées au pays qui nous agresse, qui est le Rwanda, voient par là un marché qu'ils peuvent exploiter d'une manière ou d'une autre? En ce moment-ci, non, parce que ce sont des activités financières et la zone est instable. Qui va venir investir en ce moment-ci? Oui, mais si la monnaie, la masse monétaire disparaissait à Goma, les gens ont besoin d'acheter les pommes de terre qui viennent de Massissi, qui viennent de Rutshuru, et les personnes seraient dans l'obligation d'utiliser une monnaie pour les acheter. Oui, non, c'est ça en fait la crainte. Ce qu'il faut dire, c'est que le pays a toujours été très dollarisé et beaucoup de gens ont à domicile des encaisses importantes en devises. Et c'est le cas aussi là-bas. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires là-bas dans la région qui ont des encaisses en dollars. Et donc, il faut utiliser ça. Malheureusement, c'est que la Banque centrale perdra le contrôle de cet espace-là sur le plan monétaire. Et il y aura donc d'autres monnaies qui vont interagir. Il faut noter que même avant cette crise, une partie de l'Est était... sous le RCD. Oui, était fonctionnait avec la monnaie de l'Ouganda, par exemple. Il y a des pays où notre économie est sous-monétarisée. Parce qu'il y a des poches où la monnaie nationale ne circule pas, mais ce sont des monnaies étrangères qui circulent. Donc, je pense qu'ils pourront amortir le choc, mais il y aura plusieurs impacts sur l'activité économique, l'activité financière. Vous avez parlé des microfinanciers, il y en a beaucoup là-bas, mais avec ce choc sécuritaire, l'épargne a été détruite. Et si on l'avait localisé vers le pays voisin? Oui, mais ça a été détruit, c'est votre argent. Quand on prend ça, on a quelqu'un d'autre. C'est une spoliation. Oui, mais si moi par exemple, j'ai 10 000 $, je garde 10 000 $ chez moi à la maison, ok, je viens de gagner un petit marché, on me donne 10 000 $. C'est une fuite de capitaux. Au lieu de l'envoyer dans une banque ici, je ramène, c'est une fuite de capitaux. Et le pays ne fait que perdre. Parce que déjà, le niveau de l'investissement est faible. Et donc, si l'épargne qui est constituée ici est détruite ou orientée vers des pays voisins, il va de soi que notre capacité à financer l'économie va baisser. Donc, vraiment, cette crise n'est pas bonne. Il y a beaucoup d'applications sur le plan national que sur le plan local. Et c'est important que l'on puisse prendre des mesures d'ajustement au niveau national pour essayer de calmer l'ampleur du choc et entamer une action forte pour récupérer. Parce que là, c'est pas la RDC que nous avons maintenant, c'est une partie de la RDC. Nous devons reconquérir, récupérer ce qui nous revient et avoir cette unité. Merci beaucoup. Alors justement, on revient sur parmi ce qu'on voudrait mettre en place comme stratégie. Il existe effectivement la réorganisation que vous avez parlé, sur laquelle vous avez essayé de taper fortement. Avec la réforme, vous avez mis des inquiétudes par rapport à ce qui ne fait que trop durer. Mais on parle de l'effort de guerre. Vous l'avez évoqué, je vous ai dit qu'on reviendra sur cette question. Et on en parle. Alors, quid de la suite des financements? Il y a
On a des ministres qui vont dans les églises pour récolter de l'argent. Il y a d'autres qui demandent aux entreprises sous tutelle de contribuer. Et visiblement, ça profite aux hommes qui sont... ça ne profite pas encore, je ne sais pas, mais est-ce que ça profitera vraiment aux hommes de troupes, ceux qui sont sur le terrain? Et d'ailleurs, je vous informe, les entreprises du portefeuille, elles ont pu mobiliser jusqu'à 25 millions de dollars américains. Alors, comment s'y prendre par rapport à cet argent qui vient en masse, pendant qu'on dit qu'on a déjà 1 milliard, 8e armée, en termes de capacité et de ressources, ainsi de suite, près d'1 milliard de financement, mais déjà, nous en avons beaucoup, et en même temps, on la demande encore. Comment vous expliquez ce qui semble être une Macédoine? Ok. Alors, il y a d'abord lieu de faire remarquer ceci. Avant de parler de l'argent, il faut parler de la gouvernance. J'ai soulevé tout à l'heure un problème structurel. C'est déjà à l'époque du président Mobutu qu'on faisait remarquer qu'il y avait des discordances entre ce qui était dit et ce qui était fait. Et dans les achats, il y avait des problèmes. Et les problèmes persistent jusqu'à ce jour. Donc, il y a besoin de mettre de l'ordre dans la gouvernance en général et dans le secteur sécuritaire aussi en particulier. Nous avons suivi l'ODEP faire mention des dépenses sécuritaires de plusieurs milliards pour l'exercice précédent. Et selon les chiffres qui apparaissent dans le plan de trésorerie de l'État, effectivement, l'année passée, l'État a dépensé pas moins de 1,7 milliard de dollars américains pour les opérations à l'Est. Et là, je ne parle pas des salaires payés à l'armée, parce que les salaires sont dans une autre rubrique. Et rien que les opérations spéciales, ça nous a pris 1,7 milliard. Et à côté de ça, il y a d'autres fonds secrets qui vont vers la défense, l'intérieur, tout ça. Si vous mettez ça ensemble, ça va faire peut-être 2 milliards. C'est pour ça que l'ODEP parle de dépenses importantes. Mais alors, comment est-ce que vous pouvez comprendre ceci? On dépense énormément et on perd davantage d'espace. Ça montre que les dépenses ne sont pas de qualité. Il y a un problème dans le circuit de paiement. On a suivi certains acteurs politiques et d'autres sécuritaires dire qu'il y a des détournements qui se font dans cette chaîne. Alors pour justement éviter ça, moi je pense qu'il faudrait prendre des mesures fortes et mettre en place de nouvelles dispositions en ce qui concerne la passation des marchés publics et entrée aux équipements militaires. Mettre en place un dispositif tel que personne ne pourrait se permettre n'importe quoi là-bas et que l'on dise clairement qui a qualité d'acheter des armes et des munitions pour les différents services de l'armée et de la police. Moi, je suis économiste. Posez-moi des questions sur l'inflation, sur la croissance, la stabilité macroéconomique, je vous dirai, mais ne donnez pas moi de vous faire une proposition de commande d'armes pour faire face aux forces négatives à l'Est. Si je le fais, c'est que je suis malhonnête. Et donc, il faudrait des mesures de dissuasion. Il faudrait vraiment que la loi identifie... Des mesures sévères. Oui, il faudrait que la loi identifie qui sont habilités à exprimer les besoins pour les différents services de l'armée et de la police et qui commande. Comme ça, les gens... Non, mais il y a des personnes qui les font, qui sont désignées pour le faire, qui ont qualité pour le faire. Peut-être qu'on ne rend pas trop public cela, parce que c'était un domaine réservé sécuritaire aux forces. Alors, je se pose des questions. Je pense que nous avons des hommes de qualité dans ce pays. Il y a beaucoup de généraux qui ont fait des grandes études en Belgique, en Allemagne, en Amérique, en France, bref, ce sont des personnes qualifiées. Vous pensez qu'un général de cette trempe-là va vous apporter des armes et des munitions qui ne sont pas compatibles? Ne peut faire ça qu'un néophyte, ou une personne de mauvaise foi, ou encore un traître. Voilà, il n'y a que ces trois hypothèses, selon moi. Alors, si on met en place un dispositif qui dit que dorénavant, c'est tel, on sait réaliser. Et si quelqu'un d'autre intervient, fait une sorte d'usurpation ou d'abus d'exercice, ben la loi dit que quand on établit ça, cette personne-là sera poursuivie jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire que vous faites aujourd'hui, si pas le régime aujourd'hui actuel, le suivant ou après, les gens auront peur. Il faut que les gens aient peur de l'État. En RDC, les gens n'ont pas peur de l'État, les gens n'ont pas peur du pays. Ce qui fait que pendant que certains sont en train de perdre leurs frères et sœurs, d'autres se réjouissent des morts pour pouvoir trouver des opportunités sur le plan politique. Mais non, nous ne voulons pas de ça. La vie humaine est sacrée. Ah si, les gens doivent utiliser l'argent public pour se faire de l'argent, alors que cet argent aurait dû servir pour acheter des armes, des munitions et défendre l'intégrité territoriale, là il y a un problème. Et déjà, quand le ministre de la Justice crie qu'il n'y a pas de sanctions par rapport à ceux qui détournent, vous pensez que chez les civils, déjà, il n'y en a pas, il y en aura chez les militaires? Voilà, donc ça montre qu'il y a un défi qu'il faut relever. Et là, il faudrait que le chef de l'État puisse taper sur la table. Il ne faut pas que l'on puisse juste se complaire avec ce qui se passe. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Disons-le et avançons. Parce que si
l'argent détourné sort et qu'on ne voit pas où ça va, ben, c'est le pays qui perd en termes nets. Donc vous voyez que quand qu'il y a des passations de marché ou exécutions de marché d'équipements militaires qui sont du domaine très stratégique, dit-on, ou réservé, que cela dispose d'une certaine opacité. Moi, c'est vrai qu'il y ait une procédure bien définie et qu'on sache qui fait quoi à quel moment et qu'il y ait des mécanismes de surveillance. Mais au moins qu'on s'assure que pour ce qui est de la commande des armes, ce n'est pas un civil ou une personne qui occupe un espace d'influence, mais plutôt que ce soit des personnes attitrées. Tel service de l'armée, reconnu par la... Voilà, c'est clair. Et s'il y a un problème, on sait rentrer là-bas. Et si on se rend compte que c'est pas tel qui a commandé, du coup, celui qui a eu à commander, qui t'a eu le droit de commander? Et si quelqu'un donne un ordre qui n'est pas bon, tu refuses. Parce que sinon, tu seras poursuivi toute ta vie. Parce que ça, c'est maintenant le pays. Nous devons regarder l'intérêt de la nation. Alors, il y a une autre question que je voulais vous poser, c'est connaître, savoir s'il y a un choc. Non, mais peut-être avant que vous puissiez... Non, justement, dans le même ordre d'idée, est-ce que, je voudrais savoir s'il y a un choc dans ça. Est-ce que cela ne peut pas, si on arrive à exécuter ce que vous donnez comme conseil, ce que vous donnez comme recommandation, est-ce que cela ne peut pas encore avoir beaucoup plus d'impact sur le plan sécuritaire? Parce que ceux qui se retrouvent déjà dans ces circuits-là ne voudront pas que les choses s'arrangent. C'est ce que je voulais vous poser comme question. C'est l'argent du contribuable. Je paye les impôts. Vous payez les impôts, nous payons les impôts. Et nous, Congolais, nous voulons qu'il y ait la paix et la sécurité dans ce pays. Parce que c'est notre argent, nous. On doit faire ce que nous voulons. C'est notre pays, nous tous. Il n'y a pas plus Congolais que les autres ici. Tous sommes Congolais, nous avons les mêmes droits sur ce pays. Et à ce moment-ci, nous regardons l'intérêt du pays. Si certains regardent leur intérêt individuel, c'est leur problème, mais nous regardons l'intérêt de la nation. Nous ne voulons pas que ce pays soit morcelé. Nous ne voulons pas que nos mères soient violées à l'Est ou nos sœurs. Nous ne voulons pas que les gens meurent bêtement à l'Est, comme c'est le cas actuellement. Donc c'est ce que nous voulons. À ce titre-là, nous qui défendons le pays, nous estimons que nous devons rester rigoureux à tout point de vue. Et s'il faut sanctionner, qu'on aille jusqu'à l'extrême pour que les gens aient peur de l'État et que l'on respecte le pays. C'est ce qu'il faut faire. Okay. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'effort de guerre. L'histoire, on l'étudie pas en vain. L'histoire nous rappelle le passé. Ce qui a été positif, tout comme négatif, l'histoire nous le rappelle. Et ça nous permet de voir si c'était positif, comment capitaliser sur ce qui était positif hier pour continuer notre marche aujourd'hui. Et si c'est un élément négatif, comment l'éviter pour mieux avancer. Et donc, pour cette question, nous avons quand même une mémoire. Déjà à l'époque du président Mobutu, dans la guerre de 96-98, là, 96, quand il était là, il y avait soit l'effort de guerre. Quand le président Kabila, oui, quand le président Kabila, père est arrivé aussi, il y a eu l'effort de guerre, et là encore, il y a l'effort de guerre. Mais qu'est-ce qu'on a constaté à l'époque? C'est qu'il y avait un désordre autour de cette opération, et les gens se sont servis sur le dos de l'effort de guerre. Pourquoi? Parce que justement la chose a été mal envisagée. Aujourd'hui, je vais voir Blaise pour lui demander qu'il m'aide financièrement. Mais il faut que j'aille avec un besoin exprimé. Blaise, aide-moi avec 10 $, avec 20 $. Mais si je vais, Blaise, aide-moi, et que Blaise donne 1 $ et que mon besoin est de 100 $, arrêtez, Blaise n'aura rien fait parce qu'il ne peut pas le montant. Tout comme aussi on peut renverser l'équation. Mon besoin est de 1 $, Blaise me donne 100 $. Du coup, les 9, ça va servir à quoi? Vous voyez un peu ça? C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'actuellement, là, nous parlons de l'effort de guerre. Mais qui a fait l'évaluation de cet effort sur le plan financier? Parce que l'État existe. Il y a un budget qui a été voté, et dans ce budget, il y a une rubrique pour l'armée, la défense, la sécurité, l'intérieur. Mais tout ça, ça existe. Alors il faut commencer par regarder qu'est-ce que le budget a comme disposition, quel est le manque ou le gap, et ensuite voir maintenant ce montant. Et si on fait ces démarches-là, là maintenant, on sait même voir comment est-ce que les gens vont contribuer. Parce que si on y va tel que ça se fait actuellement là, on peut dégager 300, 400 millions, mais si le besoin n'est que de 100 millions, les partis extérieurs iront chez qui? Et même les mécanismes de gestion de cet effort de guerre, tout ça c'est le problème. Donc autrefois on a connu ça, il serait malvenu qu'aujourd'hui on retombe dans la même trou. Donc concrètement, quand par exemple on dit, bon ok, il faut qu'on sache qu'il nous faut par exemple 100 millions de $ pour l'armée, et il nous manque par exemple 80 millions. Voilà. L'effort de guerre,
Voilà, là maintenant, on pensait le 80. Voilà, c'est ça. Et là, il serait important qu'une évaluation sérieuse se fasse. Qu'est-ce que nous avons dans le budget pour l'armée? Quels sont les besoins? Et s'il y a un gap, on établit. Mais si le gap n'est pas constaté, pourquoi demander les foyers maintenant? Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure là, il y a besoin d'un ajustement au niveau du budget de l'État. Parce qu'il y aura un équilibre entre les recettes et les dépenses. Donc, en réalité, il faut faire cet ajustement. Et il faut le faire rapidement et de manière conséquente et sérieuse pour qu'on puisse agir utilement sur le marché économique. Et pour moi, donc, faire attention avec les coupes qu'on propose. Si vous coupez n'importe quelle rubrique, vous coupez les investissements, vous condamnez. Oui, parce que j'allais vous poser aussi cette question. Bon, c'est vrai qu'on voudrait à ce qu'il y ait une situation qui nous permette de respirer plus ou moins convenablement sur le plan économique ou financier, avec ce qu'on a appelé la réduction du train de vie des institutions. On en est où, par exemple, justement, on en est où par rapport à cette réduction? Je continue à voir pratiquement les mêmes choses. Je n'ai pas encore senti ces gros efforts-là. Est-ce une bonne décision ou bien elle doit être accompagnée de tel ou tel autre axe? Les décisions doivent être appliquées, pas annoncées. Appliquées. Il faut aller dans l'application. Je vous donne un élément. D'abord, pour moi, quand je dis ajuster, c'est-à-dire qu'il faut couper certaines dépenses qui sont superfétatoires. Et la rubrique fonds secrets représente combien dans le budget de l'État? Si les chiffres que j'ai vus au niveau de l'absorption du budget sont exacts, pour l'année 2025, cela représente plus ou moins 1,3 milliard de dollars de fonds secrets. Mais non, pour un pays aussi malade qui connaît autant de problèmes, est-ce qu'on a besoin de ces fonds secrets? À quoi ça sert? Et ça ne se justifie pas. Hein? Ça ne se justifie pas. Et il n'y a aucune lecture. Dans certains pays développés, il y a aussi des fonds secrets. Mais les fonds secrets sont encadrés. C'est-à-dire que M. Blaise reçoit 10 millions de fonds secrets et la loi il dit que les 10 millions là, c'est pour faire ça, 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 ça. Et enfin, les parlementaires ont la possibilité de contrôler ce que vous avez fait avec cet argent. Mais chez nous, quand on parle de fonds secrets, c'est comme si on vous donne une manne et que vous pouvez en distribuer. Oui, déjà, la dénomination, elle est demande l'argent pour acheter des maisons pour vos soeurs et frères, vos femmes, vos cousins. Non, c'est pas ça. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut régler. Ce sont des fonds secrets qui doivent servir l'intérêt de la nation pour des matières bien précises. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Lorsqu'on parle des trains de vie, des institutions, mais effectivement, c'est un réel problème. Nous sommes Congolais, les Aïrois, autrefois Congolais, aujourd'hui, nous avons vécu dans ce même pays. Et ce que je dis, nous l'avons vu ici. Moi, un de mes mentors, mon professeur de politique économique, professeur Mokonda Bonza, je le cite, était directeur du cabinet du président Mobutu. Oui. Mais il se promenait comment? Dans sa voiture avec chauffeur et garde du corps. Ce n'est pas un long cortège de j'ai été ici dans ce pays ici lorsque Ken Wado était Premier ministre à l'époque du président Mobutu. Mais les ministres Oumbayou étaient chauffeurs, garde du corps et étaient derrière. C'est ce qui s'est fait dans le pays. Kengo était dans sa voiture Mercedes et avec une voiture Peugeot devant. Faisons-le aujourd'hui. Comment vous expliquez que tout le monde a des cortèges dans ce pays? Mais calculez ce que ça suppose en termes de véhicules, en termes de frais d'entretien, en termes de carburant, en termes de gardes qu'on emploie. Et ces gardes, il faut les nourrir aussi. Mais quand il faut avoir des hommes sur le terrain pour intervenir, il y a peu d'effectifs parce que justement la plupart des gardes sont dans les cortèges, dans les résidences. C'est le problème. Il faut optimiser. Ça coûte combien au pays tout ça? Donc tout ça sont des problèmes qu'il faut régler. Et si on ne le fait pas, mais on ne va pas dégager des économies budgétaires suffisantes pour pouvoir réellement aider le pays à avancer. Ce sont des choses qu'il faut engager. Les missions de service. Excusez-moi, je le dis parce que c'est mon... Non, allez-y, c'est moi, je vous plaît, les infos, vous en avez pas le droit. Je suis parti en mission en Amérique avec l'argent du contribuable congolais. Nous sommes allés en mission, on était à près de 14 personnes. Mais il n'y a que 3 ou 4 personnes qui ont participé aux réunions. Les 10 autres personnes étaient dans les magasins, dans le shopping. Comment vous pouvez expliquer ça? Je suis parti une fois à New York. Le chef de délégation était un ministre. Il n'est jamais arrivé à la salle de réunion. Mais il avait les frais de représentation, les frais d'émission. Il était juste dans un hôtel, matin, soir, champagne, caviar, bon repas, c'est tout. Mais il n'a pas participé. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Parce que quand on va avec d'autres pays, on se rend compte que leurs délégations réellement vont en mission et participent. Il faudrait qu'on mette en place des mécanismes pour que quand quelqu'un part en mission, qu'il rende compte de ce qu'il allait faire et que l'on suive tout ça. C'est ça la bonne gestion. Et les privés organisent aussi des missions, mais ça se fait comme ça. Moi, je travaille pour les organisations internationales au niveau de la Banque africaine quand on va en mission. Il y a des rapports et toutes les dépenses sont documentées.
Mais chez nous, on trouve que c'est une manne. Quand on va en mission, on se moque du contribuable. Parce que Bon, à l'État, comme on dit. voilà, c'est ça le problème. Donc il faudrait une autre façon de gérer. Tout ça, ce sont des choses, des ajustements qu'on devrait envisager. Il y a forcément des structures au niveau de l'administration publique. Mais il faut prendre le courage de fusionner certaines administrations ou certains services. Parce que s'il est trop, j'ai suivi à l'époque un ministre, c'est vrai qu'on lui reproche beaucoup de choses, mais là aussi, je pense qu'il a, même s'il a dans son actif des éléments qui sont à sa charge, mais il y a aussi des choses qui sont positives qui sont de lui. Nicolas Kazadi a dit à l'époque qu'il y a des structures qui ont été créées pour des mandats bien précis, mais qui sont devenues des structures pérennes. Et aujourd'hui, ça fait que consommer des crédits budgétaires pour rien. Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Il y a besoin de faire cette réorganisation. C'est important. Donc, vraiment, il y a besoin d'un ajustement profond à plusieurs niveaux pour aider le pays à fonctionner de manière correcte ou convenable et à pouvoir performer. Parce que les performances ne sont pas à clamer tout haut, mais à réaliser par le travail, les décisions et l'engagement avec lequel on avance détermine aussi le succès qu'on peut remporter de ces actions. Très bien, merci beaucoup, M. Chouet. Nous sommes en train d'arriver pratiquement à la fin de cette émission, mais je voudrais vous poser une petite question qui nous concerne directement, nous qui sommes à Kinshasa, qui habitons Kinshasa, avec ce qu'il y a eu comme incident ou événement relatif à ce qu'on a, ce début de pillage qui voulait prendre corps comme en 91 ou 93. Nous avons vu les supérettes qui ont été visées, mais qui ferment désormais beaucoup plus tôt que prévu. Est-ce que cela a un impact sur l'économie? Parce que la plupart de ces supérettes-là allaient jusqu'à plus ou moins 23 heures, 22 heures. Il y a d'autres qui font travailler ou fonctionner 24 heures sur 24. Maintenant, c'est au plus tard, 19 h, 20 h, c'est fini. Oui. Alors que les autres sont encore bouchés dans les embouteillages, ils sont bloqués dans les embouteillages, ils arrivent tard, c'est fermé et tout ça. Est-ce qu'il y a un incident sur l'économie? Et bien sûr, c'est évident. En fait, l'économie fonctionne avec des signaux. Et ce choc-là est négatif parce que ça donne un mauvais signal. Notez qu'on a connu les pillages en 91 et 93, et cela a détruit notre économie. Il nous a fallu plus de 10 ans pour que l'on reprenne avec la croissance, parce qu'il y avait un manque de confiance des investisseurs privés, nationaux tout comme étrangers. Ce qui fait que ceux qui ont tendance à investir en RDC investissent plus dans ce qui est spéculatif que dans ce qui est structurel ou structurant. Et donc ce qui fait que notre économie est encore fragile. Et pour ça, il faut donc rassurer davantage. Mais si à chaque occasion qu'il y aura des revendications et qu'on devrait assister à TSN, on est en train de tuer la confiance des investisseurs. Et cette façon de faire, en fait, bloque l'esprit d'entreprise. Et donc, c'est un élément qui joue négativement sur l'investissement. Deuxième chose, c'est que, comme vous dites là, c'est que le niveau d'activité a baissé. Ceux qui ont été pillés n'ont pas du jour au lendemain reconstitué tout ce qui a été volé. Ce qui fait que le niveau d'activité a baissé. Et d'autres, pour des raisons de sécurité, commencent à fermer plus tôt. Et donc, ils auront à vendre moins, mais autant mieux vendre moins que rester tard et peut-être être exposé à un risque quelconque. Donc, c'est vraiment quelque chose de négatif. Je pense que le gouvernement aurait dû, après que ça soit arrivé, utiliser une ligne dans le budget de l'État qui appelle intervention économique pour dédommager en partie les opérateurs économiques qui ont été touchés par ce choc. Comme la première ministre a effectué un tour dans les différents... Je pense parce que moi, il y a eu des dommagements, mais jusque-là, la situation ne change pas trop. Quand c'est arrivé, moi j'ai fait un tweet, j'ai demandé qu'on puisse voir comment les dédommager pour rassurer les investisseurs. S'ils l'ont fait, tant mieux. Si ça n'a pas été fait, c'est important de le faire. C'est une façon de rassurer, mais aussi de prendre dorénavant la mesure des défis. Chaque fois qu'il y a de telles situations, il faudrait que ceux qui gèrent les services de renseignement à l'intérieur puissent anticiper. Ils avaient vu les images, comme si, pendant que ces scènes se déroulaient, les aimants de force de l'ordre étaient là en train de suivre. J'ai même vu une vidéo où un général est en train, ou un colonel, en train d'imposer à un militaire de remettre ce qu'il a pris, ce qu'il a volé. Ouais, c'est pas bien, il faut qu'on change. Ce sont des signaux qu'il faudrait corriger pour aider l'économie à reprendre de plus belle. Ok. Alors par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport à ces coups de gueule que vous avez pratiquement tenus ici, qu'est-ce qu'on peut retenir comme vœu, comme volonté vis-à-vis, vous, c'est vrai que vous êtes revenu sur beaucoup de recommandations et beaucoup d'appréciations, mais en gros, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos décideurs pour que, avec nos enfants, que nous sentions que nous sommes en train de vivre une nouvelle phase, laquelle phase nous amène à adopter une attitude beaucoup plus rationnelle et à être beaucoup plus conséquent par rapport aux importants défis qui se présentent devant nous, et que nous saisissions maintenant ces moments pour
essayer de construire un autre Congo? Le choc sécuritaire est là. Il a été, il est et il persiste. Mais il faut mettre fin à ce choc. Et pour y parvenir, il n'y a pas de magie à faire. Il faut remettre de l'ordre dans la gouvernance du pays. Et particulièrement dans le domaine de la sécurité, pour pouvoir mieux gérer ce qu'on a comme potentiel sur le plan militaire et arriver à mettre en dehors de nos frontières les forces négatives, sécuriser toute la partie et mieux gérer notre armée et notre police. Les réformes de la police et de l'armée qui sont en cours doivent finir, mais il faut d'abord qu'on finisse cette guerre, oui, mais des temps après, on doit finir avec ça, une fois pour toutes. On ne peut pas rester indéfiniment dans une armée en réforme perpétuelle ou dans une police en réforme perpétuelle. Ça montre qu'il y a un malaise. Une réforme ne peut pas durer indéfiniment. Ça montre qu'il y a un malaise, il faut prendre ça en main et attaquer. Et vous savez, des hommes capables de comprendre ces défis et qui ont la volonté d'agir pour que les choses changent dans l'intérêt de la population. Nous avons soulevé ici les effets ou les impacts qui ont commencé à se faire sentir et qui vont se faire sentir davantage avec le choc sécuritaire. Et donc ça demande une rectification de la manière de voir et de faire dans la gestion des finances publiques. Un ajustement s'impose et l'ajustement pour moi serait de faire des coupes budgétaires pour tout ce qui est dépenses superfétatoires. Et prendre le courage de faire une analyse sérieuse des besoins militaires, encadrer les mécanismes par lesquels on va commencer à dépenser pour l'armée pour qu'on puisse gagner cette guerre, et aussi voir dans quelle mesure on pourrait maintenant définir ce qui est besoin à satisfaire et définir aussi correctement comment est-ce que l'effort de guerre sera mobilisé et utilisé pour combler. Mais à la manière dont les choses se font actuellement, je pense qu'il y a des ratés qui profilent. Or, l'expérience des années Kengo, Premier ministre, Mobutu président, et Kabila père au pouvoir, montre qu'on doit absolument encadrer cette opération pour aider. Vous avez dit là, il y a des entreprises du portefeuille qui contribuent, mais c'est un peu à la va-vite. Un peu à la va-vite. Je vois la FPI, on met tout là. Non, c'est bien. Ce sont des entreprises du portefeuille État. Oui, les entreprises doivent contribuer, mais contribuer dans un cadre. Parce qu'il faut que l'on évite que cette situation profite. Oui, un gérant peut tenir une entreprise, fait sortir beaucoup plus que prévu, et puis il dit non, j'ai plutôt donné là-bas comme effort de guerre, alors qu'il n'en a pas donné voilà. la globalité ou l'intégralité. Donc voilà, donc tout ça il faut prendre comme mesure, et il y a l'impact qui est réel à l'Est. Il faut aussi que l'on puisse envisager des filets de protection socio-humanitaire pour les populations qui sont touchées, les populations déplacées. On peut identifier dans certains coins de l'Afrique des zones hors combat, des sites où on peut construire des grandes tentes, essayer d'accueillir les déplacés, avoir des hôpitaux mobiles, des toilettes mobiles, parce qu'il y a des problèmes d'assainissement. Les gens qui se déplacent doivent se soulager. On le fait à l'air libre, tout ça, ce sont des maladies dans l'eau, tout ça. Bref, ce sont des problèmes qui reviennent, il faut couvrir ça. Il y a aussi besoin d'un appui sur le plan alimentaire. C'est pour ça qu'ils se déplacent, parce qu'il faut manger, il faut tuer soit les gibiers, il faut couper les arbres, c'est la destruction de l'environnement qui a. Alors il faut voir comment aussi les accompagner pour qu'on puisse amortir le choc sur le plan alimentaire pour ces populations. Donc il y a toute une réflexion à mener et il y a des bailleurs qui ont des instruments d'appui aux pays africains lorsque ces pays sont touchés par des chocs sécuritaires ou des points de fragilité. C'est important que l'on puisse mener une action en ce sens-là pour pouvoir mobiliser ces bailleurs, mobiliser ces ressources qui sont disponibles et les user à bon escient pour que les populations congolaises voient leur situation s'améliorer un temps à peu. Merci beaucoup, M. Alexandre Chouet, économiste, chercheur et enseignant d'université. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que nous avons pu faire le tour de tout ce que nous avons comme situation en ce qui concerne les chocs sécuritaires, l'impact de ces chocs sécuritaires-là sur la production, sur les finances publiques, sur les prix, sur les taux de change, sur les secteurs financiers, les investissements. Mais ce qui est encore beaucoup plus important, il a proposé des pistes, des solutions pour que nous ayons un avenir beaucoup plus radieux. Merci de nous avoir suivis sur Business and Market Télévision. Très bonne suite des programmes et demeurez fidèles à notre prochain numéro.